Le Sahara occidental a une superficie de 266 000 km², soit la moitié de la France. Il est frontalier au nord du Maroc, 446 000 km², au nord-est de l'Algérie, puis sur près de 1600 km de la Mauritanie. Sans oublier plus de 1000 km de côte atlantique, enjeu important, on y reviendra. Le Sahara occidental a un climat désertique et ne possède aucun cours d'eau permanent. Il est par ailleurs très peu peuplé. 600 000 personnes environ y vivent, dont des tribus anciennement nomades, sédentarisées dans les villes de Laayoune, 210 000 habitants, Dakhla, 100 000 habitants, Smara et Boujdour. Le Sahara occidental a de nombreux atouts. Ses côtes poissonneuses, en 2017, plus d'1 million de tonnes de poissons y ont été vendues, soit les 3/4 de la pêche marocaine. Le Sahara est riche en phosphate, dont le Maroc est le premier producteur mondial. Il est riche en gisements d'or, de cuivre, d'uranium et de terres rares, sans oublier des zones de prospection de pétrole en mer et de gaz de schiste au nord-est. Alors commençons par faire un peu d'histoire. De 1884 à 1975, le Sahara occidental est un protectorat espagnol. Mais à l'heure de la décolonisation, le Maroc, indépendant depuis 1956, et la Mauritanie depuis 1960, revendiquent tous les deux ce territoire où l'on vient par ailleurs de découvrir du phosphate. Quant aux habitants, les Sahraouis, une partie d'entre eux est prête à se battre pour l'indépendance. L'ONU adopte également une résolution en faveur de l'autodétermination des Sahraouis. Face à la répression de l'Espagne qui défend sa colonie, les indépendantistes créent en 1973 le Front Polisario, d'après le nom historique de 2 régions du Sahara occidental actuel. D'inspiration socialiste, le Polisario est soutenu par l'Algérie, ravie d'affaiblir son voisin marocain, qui jusqu'en 1969 revendiquait aussi la région de Tindouf. Le 6 novembre 1975, le roi Hassan II décide de mobiliser les Marocains et lance sa Marche verte. 350 000 Marocains, encadrés par l'armée, pénètrent dans le Sahara espagnol. Le territoire est bientôt partagé entre le Maroc et la Mauritanie, qui occupent le sud, malgré les condamnations de l'ONU. Cette démonstration d'unité nationale a pour Hassan II l'objectif de renforcer son pouvoir autoritaire. L'Espagne, en pleine fin de règne franquiste, laisse faire pour se maintenir à Ceuta et à Melilla. Des dizaines de milliers de Sahraouis vont fuir vers l'Algérie, qui va devenir la base arrière de la République arabe sahraoui démocratique, la RASD, proclamée en 1976. En 1978, l'armée du Polisario défait la Mauritanie. Mais dans les années 1980, les troupes marocaines se renforcent, érigeant des murs de sable contre les incursions des indépendantistes. Ce mur, appelé Berme par les Marocains et mur de la honte par les Sahraouis, est long de plus de 2500 km. Côté marocain, plus de 100 000 soldats défendent cette ligne de démarcation, dotée de nombreux bunkers, radars et champs de mines. Le mur dessine une nouvelle géographie. 80% du Sahara occidental est occupé par le Maroc. Le reste est sous contrôle du Polisario, qui parle de territoire libéré. Sous pression américaine, l'ONU va négocier en 1991 un cessez-le-feu, supervisé par la MINURSO. Elle doit aussi organiser le futur référendum d'autodétermination prévu par l'accord. Les cartes portent les marques de ce conflit. Depuis 1975, aucun État n'a reconnu l'annexion du Sahara occidental par le Maroc. Pourtant, sur cette carte officielle marocaine pour la candidature du Maroc auprès de la FIFA pour la Coupe du Monde 2026, on le voit, le Sahara occidental est de facto intégré au royaume. C'est une représentation de plus en plus fréquente, y compris dans des manuels scolaires français diffusés au Maroc. Pour la majorité des Marocains, ces provinces du Sud, comme ils les appellent, sont marocaines du fait de liens historiques, politiques et commerciaux très anciens. Les cartes administratives marocaines incluent même tout le Sahara occidental, y compris les régions contrôlées par le Polisario. Aucune de ces cartes ne montre la frontière reconnue par l'ONU, celle qu'on trouve notamment sur les cartes de la MINURSO. En clair, selon le droit international,
le Sahara occidental reste un territoire contesté, non autonome, l'un des tout derniers conflits post-coloniaux non réglés. Ce qui n'empêche pas le Maroc d'y poursuivre depuis 1975 une politique très active de mise en valeur urbaine et socio-économique. Depuis 2002, une agence de développement spécial a investi plusieurs milliards d'euros dans des projets d'éducation, de santé, d'eau potable, de réseaux télécoms, de voirie, de ports et d'aéroports. La route côtière a été améliorée, facilitant les exportations vers la Mauritanie et le Sénégal. À Taha, le Maroc a implanté des éoliennes et Dakhla est devenu un haut lieu touristique du kitesurf. S'y ajoute tout un système de subventions, d'exonération fiscale et d'avantages pour les fonctionnaires qui attire de plus en plus de Marocains dans cette zone. Le territoire compterait aujourd'hui 3 fois plus de Marocains que de Sahraouis. De leur côté, les Sahraouis vivent, eux, divisés. Une partie vit toujours au Sahara occidental, sous la souveraineté du Maroc. D'autres vivent en exil en Mauritanie. Et selon le UNHCR, entre 90 000 et 165 000 vivent en Algérie, réfugiés dans 6 camps près de la ville de Tindouf. Les noms de ces camps rappellent ces villes que les gens ont fui après la Marche verte, comme les camps de Layoun, Smara ou Boujdour. Dans ces camps, comme on peut le voir sur cette photo, les enfants sont scolarisés et les femmes jouent un rôle social important. Pour défendre ses droits, le Front Polisario mise aujourd'hui surtout sur les luttes juridiques et médiatiques. Récemment, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé partiellement 2 accords de commerce entre le Maroc et l'Union européenne. En 2015, à la demande du Polisario sur les produits agricoles, et en 2016, sur la pêche, à la demande de l'ONG Western Sahara Campaign. Motif, Rabat y inclut les produits du Sahara occidental dont il ne détient pas légalement la souveraineté, même si la Commission européenne pourrait passer outre. Côté médias, réseaux sociaux et vidéos en ligne permettent aux Sahraouis de médiatiser mondialement leur lutte, soulèvement des jeunes côté marocain depuis 2005, insurrection du camp de Gdimizik en 2010, ainsi que les violations des droits de l'homme perpétrées par le Maroc, torture et long emprisonnement des militants. Alors à présent, voyons à l'international qui soutient qui. L'Algérie, parrain du Polisario, on l'a dit, a de bonnes relations avec nombre de pays africains qui ont reconnu la République sahraoui, dont ses voisins directs, Mauritanie, Mali, Libye. Alger a aidé le Polisario à intégrer l'Organisation de l'Unité africaine en 1982, ce qui a provoqué le départ du Maroc de l'organisation en 1984, qu'il n'a réintégré qu'en 2017. Le Maroc, lui, a tendance à soutenir par des investissements les États africains qui ne reconnaissent pas la République sahraoui. Rabat peut compter sur le soutien indéfectible de la France, son 2e partenaire commercial et premier investisseur étranger, le soutien de l'Espagne, premier partenaire commercial du Royaume, et surtout le soutien des États-Unis. Ces derniers ont fait du Maroc leur pilier au Maghreb et dans leur stratégie d'expansion économique en Afrique, et comptent désormais sur le Royaume marocain dans la lutte contre le terrorisme international. Car on le sait, le Sahara dans son ensemble est devenu depuis une décennie un foyer islamiste où agissent notamment AQMI et Daesh. Rabat en profite pour dénoncer le danger de radicalisation des jeunes Sahraouis désœuvrés dans les camps inhospitaliers, loin de tout et dépendant d'une aide de l'ONU en baisse, ce que le Polisario dément fermement.